Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur Télé Sud. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 3 octobre. 3 jours après le coup d'État survenu au Burkina Faso, une mission de la CEDEAO est attendue à Ouagadougou. Ce lundi matin, les rues de la capitale avaient retrouvé leur calme au lendemain d'un week-end marqué par des actes de vandalisme contre les locaux de l'ambassade et de l'Institut français. Le coup d'État a fait 2 morts. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a reçu samedi à Brazzaville le PDG de la société pétrolière italienne Eni. Une rencontre au cours de laquelle les deux hommes ont pu échanger sur des activités commerciales d'Eni dans le pays, mais aussi sur les futures innovations pour une transition énergétique juste. En France, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré ce lundi avec les nouveaux vaccins adaptés à Omicron. Cette campagne concerne tout d'abord les personnes à risque, les plus de 60 ans, les immunodéprimés, ainsi que les femmes enceintes, également les enfants et adolescents à haut risque. Les détails dans ce journal. Je vous le disais en titre, le calme est revenu dans les rues de Ouagadougou, la capitale burkinabé, quelques jours seulement après un deuxième putsch en moins de 9 mois. Le nouveau dirigeant autoproclamé Ibrahim Traoré a pris le pouvoir après que le chef de la junte, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ait accepté de se retirer. Comment est-on arrivé à cette démission? La réponse dans ce sujet signé Mathieu Nicolas. Jusqu'à dimanche, l'issue des négociations entre les putschistes et les anciennes autorités de la transition au Burkina Faso était incertaine. Il fallait dans un premier temps éviter un affrontement armé entre les hommes du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et ceux du nouveau président autoproclamé, le capitaine Ibrahim Traoré. Une situation évitée de justesse grâce à la médiation des fêtières des communautés religieuses et coutumières du pays. Suite à cette intervention, l'ex-chef de la junte a déposé lui-même sa démission. J'ai renoncé pour compter de ce jour, 2 octobre, à ma fonction de chef de l'État, de président de la transition, après un dialogue avec les autorités coutumières et religieuses, avec le capitaine Ibrahim Traoré, et avec le président en exercice de la CEDEAO. Mais avant de démissionner, le lieutenant-colonel Damiba a posé plusieurs conditions, au nombre desquelles la poursuite du renforcement de la cohésion au sein des forces de sécurité, la poursuite de la réconciliation nationale, le respect des engagements pris avec la CEDEAO. Le président Damiba a posé 7 conditions. 1. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. 2. La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Des conditions approuvées par le nouvel homme fort du pays après les discussions qui ont eu lieu tout au long de la journée de dimanche au siège de l'état-major. Le désormais président de la transition, le capitaine Traoré, est apparu sur l'écran de la télévision nationale en compagnie du haut commandement militaire pour marquer la cohésion au sein de l'armée. Le commandement militaire des forces armées nationales, composé ici du chef d'état-major général des armées, et les chefs d'état-major d'armée, à l'issue d'une réunion ce dimanche 2 octobre, ont décidé donc à l'unanimité de soutenir le MPSR dans la poursuite de sa vision concernant donc la défense et la sécurité de la population. Selon des sources diplomatiques régionales, l'ex-président de transition Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait trouvé asile à Lomé. Dans un communiqué dimanche soir, la CEDEAO a salué les différentes parties burkinabées pour avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends. Par ailleurs, une délégation de l'organisation est attendue très prochainement à Ouagadougou.
On retrouve notre correspondant sur place à Ouagadougou pour un point sur la situation dans le pays. Edem, quelle est la situation aujourd'hui dans la capitale? Ici, dans la capitale burkinabé, la situation semble être calme aujourd'hui. La rentrée scolaire prévue pour ce lundi 3 octobre 2022 n'a pas été reportée. Les élèves ont repris les chemins de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Les marchés et les banques fermées depuis vendredi ont repris leurs activités normalement. Les Burkinabés sont-ils inquiets face à ce second coup d'État en l'espace de 9 mois? L'inquiétude plane toujours dans la tête des Burkinabés, quand bien même que les nouvelles autorités ont annoncé hier que la situation est sous contrôle. Dans les rues ouagavillois, les riverains restent vigilants et observateurs. Disons que pour l'heure, c'est l'esprit de Saint-Thomas qui anime les Burkinabés. Alors Edem Aebla, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines? Hier déjà, le capitaine Traoré a convoqué les secrétaires généraux des ministères pour qu'ils assument l'intérim. Notons que le capitaine Ibrahim Traoré obtient le soutien de cette chaîne de commandement de l'armée. Dans les jours et les semaines à venir, le nouvel homme fort du pays a promis gérer les affaires courantes et respecter le calendrier de la CEDEAO, puis transmettre le pouvoir au nouveau président de la transition. Merci Edem Aebla. La CEDEAO a condamné ce nouveau coup d'État et dénoncé également les violences et pillages perpétrés par des manifestants sur les installations françaises dans la capitale Ouagadougou. Une mission de l'instance sous-régionale est attendue très prochainement dans le pays. Justement, à propos des actes de vandalisme contre les intérêts français dans la capitale, les nouvelles autorités du Burkina Faso ont demandé l'arrêt de ces violences anti-françaises et par la même occasion appelé à une redéfinition des relations avec la France. Mathieu Nicolas. Des dizaines de Burkinabés jettent des projectiles sur les façades de l'ambassade de France à Ouagadougou. Dans leur fureur, la poignée de manifestants a mis le feu à la guérite de l'ambassade. Ce week-end, les rues de Ouagadougou étaient le théâtre de scènes violentes quelques heures après la prise de pouvoir de la nouvelle junte. Une colère tournée vers la France. Comme au Mali, les partisans de la junte réclament le départ des forces françaises présentes dans le pays et parlent d'ouvrir les portes à une présence russe. On ne veut plus la France. On ne veut plus la France au Burkina Faso. On ne veut plus la France en Afrique. On ne veut plus la France. Nous vous demander de faire appel à la Russie. Quel que soit les corps de lutte au Burkina, nous on ne veut pas qu'il y ait un seul pouvoir là. Il n'a qu'à faire partie de la France. On ne veut plus la France. À partir d'aujourd'hui, on ne veut plus la France. Les images des violences ont été condamnées par le nouveau chef autoproclamé de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a appelé à cesser les actes de violence et de vandalisme. Interrogé par les médias occidentaux, le chef de la junte dit considérer Paris comme un simple partenaire avec lequel il faudra, si besoin, revoir les termes du partenariat. Nous tenons à informer la population que la situation est sous contrôle et que les choses sont en train de rentrer progressivement dans l'ordre. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme qui pourrait entacher les efforts consentis depuis la nuit du 30 septembre 2022, notamment ceux qui pourraient être perpétrés contre l'ambassade de la France ou la base militaire française à Kamouessé. Lundi, le calme est revenu à Ouagadougou. Les écoles ont rouvert et la rentrée scolaire a été maintenue. Il n'y a plus de barricades dans les rues et l'avenue de l'Indépendance a retrouvé son ambiance usuelle. Après un week-end mouvementé, le Burkina Faso retrouve son quotidien avec un nouveau leader. L'ancien serait en exil dans un pays de la sous-région. C'est aujourd'hui que s'ouvre la pré-COP 27 à Kinshasa. Ce rendez-vous va servir aux travaux préparatoires de la 27e conférence sur le climat
prévu du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. À cette occasion, la RDC a réaffirmé ses ambitions au sujet de la transition énergétique à travers la première conférence de presse de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Après d'un mois de la COP27, des bénévoles se mobilisent pour débarrasser des nombreux déchets qui encombrent le fleuve du Nil en Égypte, le pays organisateur. On estime à environ 100 000 tonnes de déchets plastiques déversés chaque année dans la Méditerranée à travers le Nil, faisant de lui l'un des 10 fleuves à l'origine de 90% des déchets plastiques présents dans les océans sur la planète. Soukaina Skali. Bouteilles, canettes et autres détritus en plastique. Le Nil offre un spectacle de désolation. À l'approche de la COP27, prévue du 7 au 18 novembre, ils sont plusieurs bénévoles à prendre le problème à bras-le-corps. Le changement climatique est la priorité numéro 1, le problème numéro 1 auquel nous devons faire face en tant que citoyens du monde. Car si nous ne réglons pas le problème du changement climatique, tout le reste est en danger. En moyenne, 100 000 tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année dans la Méditerranée par le Nil. Cela fait de lui l'un des 10 fleuves à l'origine de 90% des déchets présents dans les océans de la planète. Il existe de nombreux types de déchets dans le Nil, mais lorsqu'il s'agit de déchets déversés dans l'eau, les déchets plastiques sont nos ennemis numéro 1, car ce sont les déchets les plus présents dans le Nil. L'année dernière, le Royaume-Uni a accueilli la COP26. Cette année, si des initiatives sont prises individuellement, beaucoup attendent que les autorités égyptiennes soient alertées. Nous sommes ici pour nettoyer le Nil, mais en réalité, nous sommes ici pour quelque chose de plus grand, qui est de contribuer à sauver notre planète. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui, à cette époque et à cet endroit, que le changement climatique. La COP27 doit réunir en novembre en Égypte les gouvernements du monde entier pour accélérer la transition climatique et environnementale et endiguer le réchauffement climatique. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a rencontré à Brazzaville le PDG de la société pétrolière italienne Eni, Claudio Descalzi, pour discuter des principales activités commerciales dans le pays et d'autres initiatives innovantes conformément à l'engagement de l'entreprise pour une transition juste. Louis-Marcel Satou pour Le Point. Présenter les perspectives du groupe italien pétrolier Eni en République du Congo, c'est le bien fondé de l'échange entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et la délégation du groupe Eni conduite par Claudio Descalzi, PDG du groupe Eni. Selon lui, l'accord pour l'augmentation de la production et de l'exploitation du gaz naturel liquéfié est au beau fixe. C'est un projet très important parce qu'il va permettre d'augmenter la production du gaz au pays pour l'exportation du gaz, surtout maintenant avec une crise énergétique qui est en train de toucher le monde entier. Et donc, le monde a besoin du gaz. Et on a du gaz au Congo. Donc, le premier cargo sera en 2023. On espère octobre 2023. C'est un projet très important parce qu'il va être mis en place avec 2 phases, 2023 et après 2025, pour arriver à exporter autour de 4,5 milliards de mètres cubes par an. Il y aura aussi une augmentation du gaz pour la partie domestique. On a parlé de l'électricité. Électricité en termes d'exploiter au maximum la centrale de Géno qui peut donner 480 MW. Et on doit améliorer la ligne à haute tension jusqu'à Peu-Noir et après à Brazzaville pour pouvoir obtenir le maximum de capacités d'exportation d'électricité dans le pays. Installée depuis 1968 en République du Congo, la société Eni envisage d'autres investissements dans le domaine agricole en phase avec la vision du chef de l'État et celle de développer l'agriculture dans le pays. Retrouvons à présent le reste de l'actualité commenté par Lorraine Mabou et monté par Marie Galceran.
Au centre de la Somalie, les Chebab, groupe lié à Al-Qaïda, ont lancé 2 attaques suicides en utilisant 2 véhicules remplis d'explosifs. Le bilan fait état de 9 personnes tuées, dont la ministre de la Santé de l'État d'Ishabelle et d'un commissaire de district chargé des finances, mais aussi d'importants dégâts matériels et d'une dizaine de blessés. Le gouvernement somalien a par ailleurs annoncé la mort d'un des plus hauts dirigeants des Chebab, dont la tête était mise à prix pour 3 millions de dollars lors d'une frappe aérienne dans le sud de la Somalie. Alors que les bouillonnements provoqués par les fuites de gaz ont cessé au-dessus du gazoduc endommagé Nord Stream 1, les gardes-côtes suédois ont annoncé aujourd'hui des fuites sur le gazoduc Nord Stream 2. Lors d'un survol effectué ce matin, la plus grande fuite n'était plus visible. Cependant, la petite a augmenté de volume avec un diamètre de bouillonnement d'environ 30 mètres. Ces fuites découvertes sur les gazoducs sont causées par les explosions sous-marines équivalent à des centaines de kilos de TNT. Selon les autorités danoises, les fuites devraient s'arrêter autour de ce week-end. Les rebelles de la région éthiopienne du Tigré ont affirmé avoir retiré leurs troupes des zones qu'elles occupaient dans la région voisine de l'Amhara. Ce redéploiement permet de faire face à l'offensive conjointe des forces de l'Éthiopie et de l'Érythrée plus au nord. Le régime d'Asmara, ennemi des dirigeants rebelles du Tigré, prête également main forte aux troupes éthiopiennes, comme il avait déjà fait lors de la première phase du conflit déclenché en novembre 2020. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris fin août entre le gouvernement fédéral éthiopien, épaulé par les forces et des milices de la région Amhara et les rebelles tigréens. Cette décision a été mise en œuvre ces 3 derniers jours. C'est une première pour un garde des Sceaux en exercice en France. La Cour de justice de la République, CJR, a ordonné lundi un procès contre Éric Dupond-Moretti, accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats à qui il s'était opposé quand il exerçait en tant qu'avocat. Ses avocats ont immédiatement annoncé ce pouvoir en cassation. On écoute l'un d'eux. C'est un arrêt de renvoi qui a été rendu par la commission d'instruction. Nous avons immédiatement formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Cet arrêt n'existe plus. Il appartient désormais à la Cour de cassation de se prononcer à la fois sur le fond du dossier, sur cet arrêt de renvoi, et aussi sur l'ensemble des recours que nous avons déposés depuis le début de la procédure. On reste en France, la France qui a commencé aujourd'hui une nouvelle campagne de rappel anti-Covid avec les nouveaux vaccins adaptés à Omicron. Une campagne qui concerne tout d'abord les personnes à risque, les plus de 60 ans, les immunodéprimés ainsi que les femmes enceintes, puis les enfants et adolescents à haut risque. Plus de précisions avec Valentine Exantus. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. Une nouvelle campagne de vaccination contre l'épidémie de Covid-19 débute ce lundi 3 octobre. Avec des vaccins dits bivalents qui ont l'avantage de cibler à la fois la souche originelle du virus, mais aussi le variant Omicron, à l'origine de toutes les nouvelles contaminations en France. Typiquement, c'est qu'avec Omicron, une des particularités, c'est qu'on peut se réinfecter. C'est bien la signature de l'échappement de ce virus au système immunitaire. Et donc, volontiers, grâce à cette piqûre de boost, de rappel, adaptée à Omicron, eh bien, on va réduire la capacité de s'infecter et de se réinfecter. Toute la population est invitée à se faire administrer une autre dose de vaccin. Mais François Braun, le ministre de la Santé, indique que cette campagne automnale de vaccination est principalement à destination des personnes fragiles, des personnes de plus de 60 ans, des professionnels de santé et de ceux qui sont en contact avec les personnes fragiles. Le chef de l'État, quant à lui, fait appel à l'intelligence de ses concitoyens. Mais aidez-moi à transformer le pays. Aidons-nous à trouver de manière intelligente, tous ensemble, les bonnes solutions. Loin des postures, des conservatismes, loin des débats qui sont parfois caricaturaux. Mais en considérant tous que nous avons notre part à prendre d'idées, d'initiatives, mais de changements très locaux. Nous pouvons changer les vies si nous décidons de le faire. C'est le choix que j'ai fait. La semaine dernière, plus de 40 000 nouveaux cas par jour ont été enregistrés, ce qui représente une hausse de 20% des contaminations. En raison de cette 8e vague apparue fin août, le ministre de la Santé s'en remet au bon sens de ses compatriotes. Adopter le port du masque dans les transports et respecter les gestes barrières sont fortement recommandés.
Coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance avec le retour d'un savoir-faire ancestral tombé en désuétude. Le pain indigo qu'une créatrice béninoise est en train de remettre au goût du jour. Suivez plutôt. Nadia Adanlé a dépoussiéré et remis au goût du jour le pagne couleur indigo, communément appelé Elouvor, à Ouida. Ouida est située à 42 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. C'est de là que proviennent la plupart des pagnes indigo que l'on retrouve dans les plus grands ateliers de couture et boutiques de mode à Cotonou. L'indigo fait partie des toiles que nous avions connues dans notre temps d'enfance. Et en grandissant, je me suis rendu compte que ce textile disparaissait de notre champ de vue. Et je me suis dit, au lieu de le laisser mourir de sa plus belle mort, pourquoi ne pas travailler à revaloriser, à redynamiser ce pain-là? Mais aujourd'hui, nous avons réussi à faire entrer l'indigo dans la garde-robe des soirées de gala. Nous avons réussi à faire rentrer l'indigo dans les tenues qu'on peut porter, aller à une conférence internationale. On a fait rentrer l'indigo dans les gammes de tenues que des artistes peuvent fièrement porter et chanter. Une vraie avancée pour la promotrice. Son combat, entamé depuis 2017, trouve enfin de l'écho auprès des plus grandes maisons de couture de Cotonou. En tout cas, pour l'heure, le pagne indigo, c'est la tendance vestimentaire du moment. L'indigo qui s'impose actuellement, ça s'est fait en un temps record, mais ça prend entièrement sa place. Quand je vois des clients rentrer dans ma boutique, chercher une pièce africaine, chercher le style africain, ah mais qu'est-ce que vous avez? Dès que vous le prenez, ah oui, c'est intéressant ça, oui, ça pourrait le faire pour ma sortie. Mais de plus en plus, je pense que les consommateurs commencent à faire la part des choses et reviennent plus aux matières créées entièrement en Afrique. Pour satisfaire la très forte demande qui va croissant, la maison de mode du pagne indigo produit environ 2 milliards par mois dans des cuves dont la contenance varie de 2000 à 6000 litres. Et Luvor gagne de plus en plus de terrain en matière de style vestimentaire. Depuis quelques années en Afrique de l'Ouest, de nombreuses initiatives émergent pour promouvoir le consommé local. Ces initiatives visent à freiner la très grande dépendance des pays africains aux produits d'importation dont les volumes devraient encore augmenter d'ici 2025 pour atteindre près de 110 milliards de dollars, selon la Banque africaine de développement. L'une des solutions proposées par les experts serait d'exonérer pour un certain temps les fabricants de produits textiles de droits de douane et de TVA sur les importations d'équipements de production et d'accessoires que l'on ne trouve pas dans les pays africains. Avant de clôturer cette édition, sachez que le prix Nobel de médecine a couronné ce lundi le pionnier de la paléogénomique, le Suédois Svante Pääbo. Il doit ce couronnement à ses travaux sur le séquençage complet du génome de l'homme de Néandertal et la fondation de cette discipline qui remonte à l'ADN du fond des âges pour éclairer les gènes humains d'aujourd'hui. L'Institut allemand Max Planck, où il travaille, s'est réjoui de ce prix, saluant un travail qui a révolutionné notre compréhension de l'évolution historique de l'humain moderne. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à la présentation du journal de la mi-journée. Ahmed Paraizo, au revoir.